Rappelle-nous rapidement qui tu es, quel est ton métier, ta pratique, ton œuvre. Je suis Fred Bordeaux, ostéopathe DO de formation. Et j'ai tout de suite, non pas tout de suite bifurqué, mais j'ai bifurqué. Aujourd'hui, l'ostéopathie, je ne la pratique plus en tant que telle. Et je me suis concentré sur tout ce qui est biomécanique, geste, construction du geste, stratégie biomécanique, ces différents aspects du fonctionnement du corps dans le mouvement. C'est vraiment le fonctionnement en deux mots. Alors, c'est 3 ou 4. Ouais. C'est pas la biomécanique avec des angles, des forces, de la puissance, et du moins tous ces aspects-là tels qu'on les trouve dans certains livres de biomécanique. Non, c'est prendre en compte la physiologie des articulations et voir comment elles s'orchestrent les unes par rapport aux autres, prendre en considération la forme des articulations et développer quelque chose de physiologique, être au plus proche de la physiologie dans un souci de préservation, dans un souci d'efficience également, parce que les deux, l'efficacité et la préservation vont ensemble. Préservation, donc l'aspect santé, oui, avant l'aspect efficience, performance. Exactement. Non, c'est l'aspect santé d'abord, et je me suis rendu compte que ça amenait la performance. D'accord. Donc ça tombe bien parce que ça tombe santé, puisque dans le magazine, donc, tu as une rubrique qui s'appelle Se respecter, tous les 2 mois dans le magazine. Donc on parle effectivement de biomécanique et de stratégie à déployer pour justement se préserver, en tout cas avoir une pratique sportive à long terme. Donc voilà, tu te retrouves bien dans cette idée de respecter son corps. Oui, se respecter, je trouve que c'est une terminologie qui correspond tout à fait, c'est comprendre, respecter et maîtriser son corps. Après, c'est 3 mots pour développer cet axiome qui me semble assez important et bien oublié aujourd'hui. Après, j'essaye de ne pas asséner de vérité, comme on pouvait le dire lors de précédents échanges, mais plutôt de permettre aux gens d'avoir une réflexion sur le fonctionnement de leur corps et de se dire qu'il n'y a pas qu'une vérité, qu'il y a un champ des possibles qui est assez vaste, et plutôt que de laisser le hasard nous guider, avoir une réflexion et avoir de la critique, être critique, pouvoir dire ah oui mais tiens, tu vois, quand je fais ça, je ressens ça, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toi tu pars sur tel aspect, telle conception du mouvement Est-ce que tu trouves que les gens sont critiques aujourd'hui, qu'ils ont cette envie d'analyser ce qu'ils font, de mieux faire les choses, de réfléchir à ce qu'ils font, ou pas trop? C'est très difficile. On est dans un monde hyper connecté, où tout le monde parle avec tout le monde, et finalement il y a très peu d'échanges. Des échanges de fond. Ta question est délicate et demande un peu de... Nous, on est dans un magazine qui justement propose d'aller voir un petit peu plus loin que ce qu'on voit un petit peu partout, propose de pousser un petit peu les manettes pour voir ce qui se passe, d'explorer des sujets sous des angles originaux. Est-ce que ça te semble une bonne manière de voir comment on fonctionne et d'être plus performant peut-être? Alors on va oublier la performance pour un instant, mais voir comment on fonctionne, oui, ça c'est important. Dans le dernier article, je disais justement qu'il serait peut-être intéressant de soulever le capot et de regarder comment fonctionne notre moteur. Alors qu'un justement un très bon ami m'avait dit surtout arrête de soulever le capot du moteur, si ça fonctionne, voilà, si tu ne regardes pas, sinon tu vas faire peur aux gens, tu vas les effrayer, ils préfèrent ne pas savoir et continuer ainsi. Moi c'est pas du tout mon optique. C'est pousser les gens ou les sportifs à devenir acteurs, et nous ne sommes que des metteurs en scène, pour les aider justement à se découvrir, à se comprendre, et quand tu commences à te découvrir, à te comprendre, forcément tu vas te respecter. Alors juste une petite réflexion lors de notre première rencontre
pour la sortie de l'ouvrage, où il y avait des gens qui pratiquaient le minimalisme et qui sont venus discuter avec nous, échanger avec nous. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'ils parlaient des erreurs qu'ils avaient commises lorsqu'ils avaient commencé la pratique de la course à pied comprise d'appui avant pied, et qu'ils avaient développé une fracture de fatigue au niveau des métas, et ça ne lui posait aucun problème. Se dire qu'il avait compris que c'était lui qui avait fait l'erreur, et il était responsable de son erreur. Et il n'allait pas dire c'est le matériel qui m'a fait ça, ainsi de suite. Non. Et il y a cette prise de conscience et l'envie de ne pas recommencer et d'apprendre justement ce qu'il faut mettre en œuvre pour éviter ce type de pathologie. On va vers une course responsable. C'est une terminologie que j'aime bien, mais voilà. Alors après, tu me demandais juste avant si les gens étaient finalement responsables vis-à-vis de leur organisme, s'ils se posaient des questions. Je pense qu'ils se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont responsables mais pas coupables, comme on dit? Oui, peut-être, non. Est-ce qu'on leur donne suffisamment matière à réflexion? Alors là, non, on ne leur donne pas suffisamment matière à réflexion. On ne leur permet pas de réfléchir, d'avoir une réflexion sur leur propre mode de fonctionnement. On se repose souvent sur des experts. Et pourquoi ne pas devenir expert soi-même? Il y a des aspects du fonctionnement de notre organisme qui sont très accessibles. Même si la terminologie est parfois totalement abscon, un mot nouveau ne l'est que la première fois. Une fois que tu l'as compris, tu l'entends une deuxième fois, il devient familier, une troisième fois, il fait partie de toi. Donc ce n'est pas un problème, c'est juste une envie de découvrir un petit peu ce qui se passe, de te comprendre et de voir que la majorité des pathologies qu'on développe, elles sont dues essentiellement à son propre comportement dans l'activité physique et sportive. Lorsque je pratiquais l'ostéopathie, en cabinet, 70%, 80% de ma patientèle, leur pathologie ne provenait que de leur comportement. Que ce soit d'un point de vue mécanique ou alimentaire ou nutritif ou surmenage intellectuel, tout ce qu'on veut, c'est leur façon d'agir, c'était leur façon d'agir vis-à-vis de leur organisme qui générait ça. Et le pourcentage qui restait, c'était la chute, la porte dans la figure. Voilà. On a de l'action, une réelle action sur la porte qu'on se prend dans la figure, mais pour la majorité des patients, changer de comportement, vous n'aurez plus besoin d'aller voir votre ostéo. Donc on a peut-être un rôle plus important de conseil, justement, de leur conseiller à apprendre comment on fonctionne et leur dire mais attends, attendez, c'est poli, attendez, peut-être que tel que vous fonctionnez aujourd'hui, la pathologie que vous développez, il va falloir changer 2-3 petites choses. Alors là, juste, je sais que je suis un petit peu bavard, mais juste pour approfondir, les dernières années où je pratiquais, je disais à la personne, c'est simple, si je vous vois 3 fois pour la même pathologie alors que vous en êtes responsable, c'est votre comportement, la troisième fois, je ne vous prendrai pas. C'est pour ça que j'arrête. D'accord. Donc, tu as exercé dans le monde civil, on va dire, dans le monde sportif également. Oui. Donc, tu n'as pas commencé par la course à pied dans le... Non. Ah non, du tout. Du tout. Ski, moi, j'étais dans le ski alpin. Quand on s'est installé avec mon épouse, qui est également ostéo, on allait vivre à Tignes et il y avait un club sportif qui avait un bon pôle de sportifs de haut niveau dans le ski alpin, le ski boss, le snowboard. Et puis à cette époque-là, le glacier était bien fourni, ce qui fait qu'aux intersaisons, il y avait des équipes qui venaient s'entraîner. Donc j'ai récupéré du ski de fond également. Et j'ai été confronté à
des personnes qui utilisaient leur organisme à des seuils très élevés. Hein. Le ski boss, le freestyle, c'est extrêmement contraignant. Leur organisme soumis à des contraintes importantes de façon régulière, puis quotidienne, hein, au quotidien. Donc forcément, le moindre petit grain de sable, ça va désorganiser toute la structure, l'arrêter, amener des pathologies. Et tendance à établir. Oui, forcément, dans le travail, on est un petit peu justement sur la thématique de l'usage intensif de son corps et de son esprit, on va dire. L'altération plus. Ouais. Alors, l'altération, voilà. Est-ce que tous ces sports, que sont l'ultra-trail, le triathlon, l'Ironman, c'est ça ta question. Est-ce qu'on dit plus vite, ou en tout cas, est-ce qu'on peut pratiquer ce genre de sport dans le respect de son corps, effectivement, parce que nous on essaye de montrer, de démontrer effectivement au travers du magazine. Est-ce que ça te semble compatible ou incompatible de pratiquer l'ultra-trail et d'être pourtant bien dans son corps et de vouloir le rester longtemps? Alors oui, c'est possible, si on est conscient du fonctionnement de son organisme. Si on ne l'est pas, ça devient totalement impossible. C'est-à-dire si on se repose sur des gadgets, là ça devient critique. C'est-à-dire qu'une personne qui va être responsable, c'est-à-dire qui va être lucide, tout au long de la course, c'est possible. Une personne qui commence à perdre la lucidité, son organisme ne le fait pas fonctionner. Tu parles d'une course là au cours d'un événement, mais au cours de sa vie de sportif qui comprend l'entraînement, enfin déjà la planification, qu'est-ce que je vais faire, quel objectif je me donne, est-ce que je vais faire le Tour des Géants, 330 km l'année prochaine, alors que je viens de commencer à courir l'année dernière. Donc là non. Voilà, tout à fait. Le corps, ça nécessite un temps d'adaptation pour pouvoir faire une course, face à un entraînement, le corps s'adapte, mais il ne s'adapte pas du jour au lendemain. Alors le corps s'adapte et il s'adapte à ce que tu lui enseignes, à ce que tu essayes de lui faire faire, aux stimulations. Oui, donc en faisant des stimulations intelligentes, c'est un petit peu ce que tu essayes de préconiser. Montrer, de préconiser. Il n'y a pas que moi dans les magazines. Voilà, tous les autres, chacun dans leur domaine, amène ces réflexions-là. Ouais, tout à fait. Et c'est l'objectif, oui, c'est développer de la conscience chez la personne. Plus que de la performance, déjà de la conscience. Après, la performance, c'est qu'une conséquence. C'est la conséquence de ce qu'on met en œuvre. Mais ça ne doit pas être un objectif. Ça doit rester qu'une conséquence. Parce que lorsqu'on part en course avec seulement l'objectif, si on n'a pas l'organisme qui est adapté, le mental va prendre le dessus. On va finir, mais alors dans quel état? Et là, on se respecte plus. D'accord. Et donc, on va mais sur cet aspect du devenir corporel face à l'activité ou face à la façon dont on vit, je vais prendre un exemple très très simple. Dans notre patientèle, on avait forcément des personnes de tous les âges. Et on avait des personnes de 60, 65 ans, on va dire entre 50 et 65 ans, qui, en fonction de la vie qu'ils avaient menée, n'avaient pas du tout le même corps. C'est-à-dire qu'il y a notre âge civil, et puis il y a notre âge biologique, alors on peut déterminer par énormément de choses, le patrimoine génétique, mais on va pas parler de ça. On va parler de la façon dont on vit, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on boit, si on fume, si on ne fume pas, le nombre d'heures de sommeil, l'activité physique. Et bien entre les mains, on avait des corps qui avaient 20 ans de plus ou 10 ans de moins. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient 55 ans d'âge civil, mais qu'on avait 70 au niveau biologique, physiologique. C'est-à-dire un organisme, un foie, un système intestinal qui n'était plus là, qui avait vieilli plus rapidement qu'une personne qui avait une vie plus saine avec une activité physique régulière. Et ça c'est net. Après, chez les sportifs, notamment dans le ski alpin, où c'est extrêmement contraignant, notamment comme on disait en aparté avec l'arrivée des skis courts, et puis une neige qui est extrêmement dure, où les contraintes augmentent, on voit une altération de l'organisme, on pourrait dire un vieillissement prématuré de l'organisme, avec des lésions au niveau du système intervertébral, au niveau discal, des champions qui se retrouvent avec 7 hernies discales sur 5 disques au niveau lombaire, ou qui n'ont plus de cartilage au niveau du genou, qui vont avoir une
prothèse. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Si on le fait n'importe comment, ou si on ne prend pas en considération ces choses-là, ou si on se laisse emporter par la discipline, emporter par le challenge, c'est là où on risque de faire des erreurs. Malheureusement, nos vies, elles ne s'arrêtent pas à 30 ans. C'est l'ébauche. Et tout ce qu'on a pu avoir comme pathologie durant ces 30 années, on va les ressentir de plus en plus avec l'âge. Ça serait vu comme peau de chagrin. C'est-à-dire que cette marge de manœuvre, cette élasticité qui nous permet un maximum de compensation, avec le temps, ça diminue. Et puis après, tout dépend comment on a envie de vivre. On a beaucoup de lecteurs qui ont débuté sur le tard leur vie sportive, qui s'y sont mis à la trentaine ou entre 30 et 40 ans, à l'approche de la quarantaine, qui se lancent des défis comme ça un petit peu, qui ont souvent une vie professionnelle, personnelle épanouie, puis voilà, qui se lancent un défi, qui se disent ouais, le marathon des sables, le TMB, ça a l'air super, j'ai envie de donner ce challenge dans 2 ans. Et du coup, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de passé sportif, qui sont presque vierges, qui peuvent se mettre à la course à pied, et qui aujourd'hui, forcément, tu disais un petit peu tout à l'heure, eh bien, vont prendre ce qu'on leur donne aujourd'hui, donc des chaussures normales, voire surdimensionnées, et puis ils vont courir sans se poser trop de questions, comme finalement courir c'est pas compliqué, il suffit de mettre un autre en allant un petit peu vite. Puis voilà, ils vont faire attention à leur souffle, tout ça, ils vont s'équiper d'un cardio-fréquencemètre. Mais la plupart du temps, effectivement, ils ne vont pas apprendre à courir. Oui. Ça fera l'objet d'un article. Et donc, voilà, est-ce qu'on doit apprendre à courir et comment on peut le faire? On doit être forcément dans un club? Est-ce que dans un club, ils vont savoir nous dire écoutez, on va peut-être plus faire comme ça ou... Est-ce que... Je ne vais pas avoir une réponse malheureusement précise à ta question. Ne travaillons pas avec des clubs. Si vous devez lire le oui, c'est une bonne façon de faire de la promotion. Je veux dire, vaste question dont je n'ai pas la réponse, celle-là précisément. Par contre, à la question doit-on apprendre à courir, je dis oui. Oui, on doit apprendre à courir. Parce que rien ne vous dit que vous allez courir d'une façon efficiente. Comme tu le dis, très bien, il suffit de prendre une paire de chaussures et de se mettre à courir. Tout le monde est capable de le faire, mais vous allez courir avec vos compensations, vos automatismes, qui ne sont que le fruit de la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant. Si vous étiez rugbyman, danseur classique, où vous n'avez strictement rien fait, vous avez eu des entorses, vous n'en avez pas eu, elles ont été bien soignées, elles n'ont pas été bien soignées, tout ça altère, modifie notre gestuelle et elle n'a strictement rien de naturel. Un mot qu'il faudrait presque bannir du vocabulaire ou mieux le redéfinir et parler de quelque chose de spontané. Spontanément, vous allez présenter des automatismes et qui vous donnent cette démarche si particulière que tout le monde reconnaît, tous vos amis va reconnaître. Et voilà, c'est-à-dire vous allez courir avec une démarche. Donc il y a déjà tout cet aspect postural qui n'est que le fruit de vos automatismes, de votre passé sportif, de vos traumatismes. Ça, il faut le faire évoluer, parce que ces défauts posturaux, si vous n'en avez pas conscience, vous allez les reproduire, et si vous avez une fréquence de pas de 180 pas par minute, c'est 1800 fois à l'heure. Donc vous les inscrivez en plus dans le temps. Après, pourquoi apprendre à courir? Parce qu'il existe plusieurs... quand tu me poses la question, est-ce qu'il faut apprendre à courir? Alors, d'autant plus avec tous les aspects qu'on vient d'énoncer, mais notamment sur un aspect plus particulier qui est la technique de prise d'appui, qui peut être différente. C'est-à-dire on peut avoir une prise d'appui talon, on peut avoir une prise d'appui avant-pied. Donc c'est deux gestes techniques totalement différents et qui entraînent un matériel différent également. C'est-à-dire qu'avec une prise d'appui talon,
il va falloir un petit peu d'épaisseur. Est-ce que c'est la prise d'appui qui entraîne le matériel? Ou l'inverse? Ou est-ce que ça peut être les deux? Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf? C'est ça ta question? C'est Est-ce que les deux, mon capitaine? Les deux. Ce qui est certain, c'est si on t'enlève la chaussure et qu'on te demande d'aller courir 20 km pieds nus, peut-être que le premier kilomètre tu vas poser le talon, mais à partir du deuxième, probablement que tu vas commencer à éviter de poser le talon. Ou alors, si je te demande de sauter sur place, pieds nus, tu ne vas pas atterrir sur les talons, tu vas atterrir à l'avant-pied. Par contre, si tu mets des chaussures épaisses, mais là on reprend un des premiers articles, hein, si tu mets des chaussures épaisses, là tu peux sauter sur les talons, donc il y a l'aspect confortable, plus de perception, alors que l'onde de choc elle est encore présente. Hein. C'est-à-dire on va bien se faire secouer en étant sur les talons, tandis que ça ne sera pas le cas en étant sur une prise d'appui. Donc effectivement le matériel contraint pour une certaine part. Contraint amène des contraintes, oui. Et après facilite la prise d'appui talon, oui. Ou ne nous en éloigne pas, c'est certain. Il y a deux techniques de prise d'appui. La prise d'appui talon, la prise d'appui avant-pied. Hein. La prise d'appui 8 foot ou médio-pied n'existe pas réellement, hein, puisque d'un point de vue anatomique, on va atterrir au niveau de la tête des métatarsiens. La tête des métatarsiens, c'est la zone qui va se situer à ce niveau-là, à la base de nos orteils. Donc la prise elle est là, dès qu'on décolle le talon, on est sur les métas, hein, ce qui correspond ici. Est-ce que c'est le matériel qui contraint la foulée ou est-ce que c'est le type de foulée qui permet de choisir tel ou tel matériel? Et donc tu as répondu par les deux, donc c'est bien. Tu as ok. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question profondément. Est-ce qu'on va permettre aux gens de choisir finalement un matériel plus qu'un autre? Si on veut justement aller sur une technique de prise d'appui avant-pied, donc je vais faire juste une petite aparté pour prolonger la discussion qu'on a du mal à suivre sur ce sujet-là, mais c'est finalement presque deux courants de pensée totalement différents, hein, c'est-à-dire prise d'appui talon, prise d'appui avant-pied, avec deux corps qui vont être au final totalement différents, parce que c'est deux stratégies biomécaniques dynamiques qui exploitent différemment notre organisme, donc on a deux corps, deux athlètes différents. Avec des conséquences sur la façon dont on va gérer l'impact au sol, la façon dont on va gérer ce qu'on appelle l'onde de choc, tout simplement. Et une des réflexions que je pousse depuis quelques temps, c'est avoir justement une réflexion à l'échelle de la nation sur quelle technique de prise d'appui enseigner à l'école. Mais on va peut-être aider les gens justement à avoir cette réflexion-là, c'est-à-dire ne pas l'imposer, mais leur permettre d'avoir la réflexion, de pouvoir tester. Tu parles d'enseignement à l'école. Quand on regarde un gamin courir, un enfant courir, on parle de naturel justement. Tu disais tout à l'heure qu'on ne devrait pas utiliser le terme naturel, mais spontané plutôt. Oui. Et on dit pourtant, voilà, le gamin, il sait courir spontanément, naturellement, effectivement. Il sait orchestrer ces différents segments qui vont lui permettre de se déplacer dans un mode de course. Mais voilà, après l'orchestration de ces différents segments, on n'est pas optimal. Elle est la conséquence de... Elles sont effectivement désordonnées. Oui, et en plus, bien souvent, c'est désordonné. Et il y a une part qu'on oublie, c'est le mimétisme. Et le mimétisme, le premier mimétisme en matière, c'est celui de nos parents. C'est-à-dire qu'on a les mêmes intonations au niveau de la voix que nos parents, on a les mêmes expressions, et bien la façon de marcher, on a tendance à avoir la même façon de marcher que ses parents. En plus, on a l'aspect morphologique également, mais il y a ce mimétisme au niveau de la démarche. Il faudrait aller
pour prolonger la réflexion, tapez neurones miroirs sur Internet, sur votre moteur de recherche, et vous allez trouver des études à ce niveau-là. C'est un principe de survie, hein, le mimétisme. Quand on a malheureusement, c'est utilisé d'un point de vue commercial, hein, exactement, où on va adopter la même posture que la personne qui est en face de soi. Mais la personne est rassurée et confiante. Voilà, c'est du mimétisme, c'est de la survie. Si la personne a une posture totalement différente ou un peu plus agressive, on va se mettre en retrait. Donc les enfants sont tributaires de ça, c'est-à-dire ils vont copier ce qu'ils voient. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a énormément de disciplines sportives qui s'acquièrent, qui s'apprennent par mimétisme, où il n'y a pas de réflexion. Alors, des gens que j'encadre dans le tai chi ou dans le karaté viennent me voir justement pour me demander mais comment se construit le geste et quelle est la meilleure stratégie à employer pour aboutir à ce geste final. C'est là où on voit la part du mimétisme, l'absence de compréhension du geste, c'est-à-dire au final on a l'impression que le point a été donné de la même façon, alors que non, la circulation des contraintes pour aboutir au coup de poing ou au coup de fouet est totalement différente. Et dans un cas il y a beaucoup de puissance qui est développée, dans l'autre il n'y en aura pas. Ouais. Et un petit contrainte au niveau du corps. Et donc quand on regarde les enfants courir, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une gestuelle qui n'est pas aboutie, qui n'est pas construite. Donc ils vont s'équilibrer, équilibrer les contraintes comme ils peuvent pour une seule chose, c'est garder l'équilibre, ne pas chuter et arriver à se déplacer. Maintenant, ces deux composantes-là, on est composé de nombreuses articulations, de nombreux segments, et l'orchestration de ces segments n'est pas forcément optimale spontanément. Quand je vais auditer, entre guillemets, des jeunes ou un groupe ou au niveau sportif, spontanément, je n'ai bien souvent que 2% de la population qui va présenter une organisation efficiente, physiologique. Et c'était le cas hier. D'accord. Sur un groupe de footballeurs en formation. D'accord. Donc tu analyses un petit peu comme ça toutes les disciplines, on va dire, pour effectivement voir si les joueurs, les pratiquants, les coureurs, etc. Développent une stratégie. Alors tu parles beaucoup de stratégie, une stratégie efficiente. Oui, tout à fait. Pour un même geste technique sportif, tu peux employer différentes stratégies biomécaniques qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides. Et l'objectif dans un geste technique, c'est de développer de la rapidité. C'est-à-dire que le mouvement d'un bras, le mouvement d'une jambe, peut soit accélérer, soit ralentir la gestuelle globale. Donc l'objectif, c'est de réintégrer le bras, la jambe, dans un mouvement qui va permettre d'accélérer l'ensemble, sans produire de contraintes. Ouais. Donc de faire participer l'ensemble du corps de manière la plus harmonieuse possible en vue effectivement l'atteinte de l'objectif. Oui, qui n'est qu'une conséquence. Et j'insiste. Ouais. Donc on revient un petit peu à la performance qui n'est pas l'objectif en soi, voilà, mais une conséquence.